ça va être dérangeant. Voilà. Et du coup, le but de ce séminaire, ça va être de présenter les valeurs du coaching dans l'e-sport, ce que ça signifie d'être de coacher et quelles sont les choses à apprendre, quelles sont les problématiques auxquelles un coach doit savoir répondre quand il prend en charge un élève. Donc, on va d'abord définir un petit peu qu'est-ce que c'est le coaching et comment, dans quelle mesure ça s'applique à du jeu vidéo, à de la prise en charge d'un joueur sur un jeu vidéo. Et ensuite, on va parler un petit peu plus en détail du coup de une fois qu'on prend en charge un joueur, comment est-ce qu'on l'entraîne, comment est-ce qu'on l'amène à atteindre le but du coach. La première chose du coup, pour apprendre à coacher dans l'e-sport, ça va être de comprendre déjà le terme de coach. Le terme de coach, il vient du domaine du sport traditionnel, dans lequel un coach, je pense que tout le monde sait ce que c'est l'accompagnateur qui va accompagner un athlète, une équipe, un club, et qui va du coup aider les athlètes à atteindre leur but, aider les différentes personnes impliquées dans le club, dans l'équipe, à se coordonner pour délivrer une performance. Et de manière très cruciale, dans la plupart des sports, les coachs pros, qui sont affiliés à des équipes, à des clubs, etc., vont viser toujours une performance. Il y a cette idée vraiment de performance où il faut atteindre un certain résultat et il y a une barrière à atteindre. On trouve également une deuxième version du coach dans le sport traditionnel, qui est le coach de votre salle de gym. Où lui, ça va être un coach qui va également vous aider à atteindre un but, mais ce but ne sera pas le même. C'est-à-dire que là où un athlète lambda ou une équipe va vouloir viser la victoire sur un tournoi, la victoire sur un match, la performance sur le 100 mètres haies ou le sprint 100 mètres, votre coach de gym va vous aider à atteindre un certain montant de répétition sur un exercice anaérobique précis, va vous aider à perdre tant de kilos de poids, va vous aider à atteindre peut-être un autre but, comme je ne sais pas, courir, le fait de pouvoir courir 10 minutes. Il y a encore une fois cette recherche de performance, sauf que ce coup-ci, il n'y a pas de contraintes extérieures qui viennent vous dire il faut perf. C'est vous, en tant qu'individu, qui établissez que voilà, ça c'est mon but et je veux accomplir ça. Et cette notion-là, elle est cruciale. Parce que, autant dans le coaching d'équipe, sport traditionnel, équipe, football, etc., la notion de performance, elle est amenée par un tiers. C'est-à-dire que les joueurs, eux, ils signent pour avoir la meilleure performance possible. Et derrière, les joueurs, les équipes, l'orga, va établir que voilà, il faut que les joueurs atteignent, par exemple, il faut que les joueurs marquent au minimum 3 buts, il faut qu'on fasse minimum 6ème du pool, ce genre de choses. Euh, le problème, c'est que quand on est un coach dans l'e-sport, souvent, on est soumis également à ce genre de contraintes. Mais pour du coaching individuel, on ne retrouve pas exactement ce principe-là. C'est-à-dire qu'on est plus sur le coach de gym, où le coach individuel e-sport, il va accompagner le joueur pour que le joueur atteigne le but que le joueur lui-même s'est fixé. Et du coup, comme les deux missions sont très similaires, on va retrouver également les mêmes constituants qui font d'un coach sportif un coach sportif dans le coaching e-sportif. Et donc, dans le coaching sportif, du coup, de manière individuelle, on a trois ingrédients principaux qui sont la préparation mentale, la préparation physique et la préparation technico-tactique. Alors tout ça, c'est évident pour du coaching sportif normal. Préparation mentale, ouais, c'est la détermination, la motivation, le fait de te motiver, de te forcer à faire les exercices, à aller à la salle, etc. Préparation physique, ça, pareil, c'est extrêmement trivial en sport traditionnel. Ça va être le fait, évidemment, de faire vos exercices, de vous entraîner de manière physique, de manière sportive. Si vous vous entraînez à faire, par exemple, du 100 mètres sprint en tant qu'athlète,
La préparation physique normale, ça va être d'aller courir 10 minutes sur un tapis de course. Préparation technico-tactique, Ta ça... gueule, putain. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne s'était pas mute? Bref. Du coup, préparation technico-tactique, ça va être le principe du coup de... surtout dans le sport d'équipe, par exemple, ou dans les sports qui reposent sur une exécution précise d'un geste précis, ça va être le fait de... ça va être le fait de d'avoir vraiment la technique derrière le geste. Donc par exemple, au tennis, de la préparation technico-tactique, ça peut être le fait de d'apprendre à balader son adversaire, d'apprendre à renvoyer la balle sur certains cadrans. Au football, ça peut être le fait de savoir comment se répartir sur le terrain en fonction de la distance, en fonction de la fatigue de vos adversaires. Le fait de savoir quelle ligne de défense attaquer sur le terrain, etc. Tous ces aspects-là, ils sont extrêmement smooth in ball. Oui, par exemple, ça peut se comprendre dedans, c'est un geste technique, et du coup, pour préparer ce geste technique, tu as de la répétition, donc ça, c'est de la préparation physique. Mais pour savoir quand le faire, tu vas analyser des matchs, tu vas voir, ok, dans quelles circonstances tu dois smooth une balle au tennis, et ça, c'est de la préparation technico-tactique. Donc tout ça, c'est trivial pour du sport traditionnel. Sauf que maintenant, quand on transpose ça sur l'e-sport qui nous intéresse, on va avoir un petit problème de plus, qui est que les deux premiers aspects du coaching sont assez difficiles à transposer dans le coaching e-sportif. Parce que, bah, bon, préparation mentale, d'accord, mais bon, on est juste un joueur de ligue. Donc, au final, est-ce qu'il y a besoin de nous faire quelque chose que seul un athlète ferait, entre guillemets, sachant que moi, je veux juste monter en élo, je veux juste passer diamant. Et pareil, préparation physique, est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre à jogger pour aller faire une perf en OTF ou simplement aller gagner le tournoi que je fais le dimanche soir avec mes potes en clash? Du coup, tout ça, c'est des problématiques qui sont très qui sont remises en question dans le cadre du coaching e-sportif. Et en ce qui concerne le dernier aspect, l'aspect technico-tactique, c'est un aspect qui est surreprésenté dans le coaching en e-sport et qui est quasiment omniprésent. Dans tous les coachings que je vois sur League of Legends, c'est quasiment systématiquement du coaching technico-tactique. Où du coup, le coach va s'intéresser uniquement au gameplay, purement et simplement, et ne va s'intéresser non pas à la progression de l'individu, mais au fait d'apprendre à délivrer une certaine performance. Et donc le coaching technico-tactique, il va toujours quasiment s'axer autour autour de certaines perfs, autour de par exemple, voilà, là je prends le guide ultime pour débutants de Zaboutine. Sur la miniature, on voit bronze, passer de bronze à diamant. Là chez Robalas, coaching en platine. Là par exemple sur Coach Curtis, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de climb? À chaque fois, c'est systématiquement une question de performance. Je prendrai des pauses d'ailleurs pour répondre un petit peu aux questions. Je marquerai des pauses à des endroits clés. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans ces travers-là? Et comment est-ce qu'on fait pour véritablement accompagner un joueur sur le chemin de son but? Amélioration, sur le fait de progresser, sur le fait de perf. Comment est-ce qu'on fait? Alors, pour ça, du coup, il faut déjà être capable d'apprendre à enseigner. Parce que le rôle de coach, c'est un rôle d'accompagnateur. Et ça, c'est extrêmement important à prendre en compte. C'est qu'un coach, ça n'est pas quelqu'un qui vient, qui balance son cours et qui repart. Ça, on appelle ça un professeur. Un coach, il accompagne la personne main dans la main.
ils travaillent avec la personne pour l'aider à surmonter les problèmes les uns après les autres. Et le problème, c'est que cette idée-là du coaching, elle est perdue dans l'imaginaire collectif en ce moment. Parce que sur League of Legends en particulier, et principalement à cause de ce genre de contenu-là, l'idée du coaching dans l'imaginaire collectif est une idée qui est purement axée technico-tactique. Parce que le problème de ce genre de contenu, c'est que c'est effectivement du très bon contenu, très divertissant. Ça permet au coach de montrer ses connaissances. C'est toujours intriguant d'avoir une inside sur la manière dont les gens fonctionnent, sur la manière dont les joueurs réfléchissent. Ça nous donne l'impression d'être avec eux, de pouvoir comprendre, de voir une partie du monde qu'ils voient. Mais le problème, c'est que pour expliquer ce qu'est le coaching, ou pour véhiculer une image de ce à quoi ressemble le coaching, c'est extrêmement éloigné de ce qu'il y a derrière les coulisses. Et le problème, c'est que il n'y a pas d'institution sur LoL quand on en vient au coaching. La plupart des écoles e-sport avec des gros guillemets sont en général des attrape-couillons. La plupart des classes ou des masterclass sont soit des coachings technico-tactiques, soit des arnaques ou des choses qui sont enfin des cours qui sont très peu structurés. Donc au final, il y a très très peu de cursus qui existent qui permettent vraiment, véritablement, d'apprendre comment coacher. Et du coup, la vision commune du coaching et donc des futurs coachs, puisque les coachs en fait se développent en étant eux-mêmes des gens de la communauté qui deviennent coachs par la suite, du coup, se fait bottom-up. Se fait top-down, pardon. C'est-à-dire que à droite, là, c'est le schéma de formation des coachs qui existe actuellement dans l'e-sport et qui est le plus répandu. À gauche, c'est un schéma de, de formation des coachs qui est beaucoup plus structuré et qui du coup va pouvoir donner des coachs de meilleure qualité. Donc à droite, du coup, ici, on a tout en haut les gens qui sont des coachs ou alors qui s'y connaissent en coaching, qui ont des compétences de coach. Le problème, c'est que du coup, ces gens-là vont créer du contenu. Donc ils vont créer du contenu, ce contenu va être largement axé technico-tactique, parce que c'est ce qui marche le mieux. Et du coup, en fait, les gens qui sont en bas de l'échelle, qui cherchent à apprendre le coaching, vont du coup s'exposer au contenu, et ils vont avoir un comportement qui va être autodidactique. C'est-à-dire qu'au lieu que quelqu'un leur enseigne la matière, le coaching, les gens vont récupérer les informations, et c'est eux qui vont apprendre les informations du coaching. Le problème de ça, c'est que en récupérant des informations, vous récupérez forcément une version incomplète de l'info. De la même manière qu'en regardant le contenu de quelqu'un d'autre, vous n'avez pas la compréhension de cette personne par rapport au sujet dont elle parle. Vous n'avez que la version qu'elle vous a communiquée de ce qu'elle pense du sujet en question. Et donc par exemple, si je reprends ce genre de vidéo, en 1 heure, ce n'est pas possible d'avoir un guide sur le support et de savoir par exemple comment Nice perçoit la fonction de support. En 1 heure et demie, ce n'est pas possible d'avoir la recette pour climb de Coach Curtis. En 20 minutes, ce n'est pas possible de savoir comment itemiser parfaitement un mage, d'après Zach. Le problème, c'est que pour communiquer ce genre d'informations, il faut une relation maître-élève, et non pas une relation star-fan. Sauf que comme ce genre de contenu est considéré comme étant une référence en matière d'information et une référence en matière d'apprentissage et de coaching, du coup, ça crée une génération de coachs qui est incomplet, qui a un skill set, avec énormément de trous. Et du coup, c'est pour ça par exemple que j'ai fait la structure de coaching, c'est pour ça que il est important d'avoir des espaces avec une structuration de l'apprentissage du coaching, parce que du coup, par exemple, à gauche, avec une relation maître-élève entre les experts et les aspirants coachs, on a une transmission de l'information, une transmission du savoir et des connaissances qui va être complète. Il y a un cursus d'apprentissage, et du coup, les coachs,
eux-mêmes, quand ils vont expérimenter, quand ils vont mettre en pratique leurs enseignements, le coach derrière, le maître pardon, derrière, va être capable d'arriver et de dire voilà, ça tu l'as mal fait, refais-le, ça tu devrais le faire différemment, ça va avoir ce genre de conséquences que tu ne vois pas, etc. Là où, avec le comportement autodidactique, le feedback, il est fait par l'aspirant lui-même. Et donc forcément, il y a déjà de un recul un manque de recul et un manque de sens critique qui vient inévitablement du manque d'information. Mais en plus de ça, du coup, il y a très peu de partage de points de vue et d'évolution du point de vue et de la mentalité. Donc c'est pour ça que pour vraiment apprendre le coaching, le mieux, c'est d'apprendre directement de quelqu'un et de faire, de structurer au mieux son apprentissage. Donc la plus grosse compétence qu'un coach puisse développer et obtenir, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Pour ça, je ne vais pas faire un séminaire. Il y a enfin, si je ferai un séminaire, pardon, mais je vais pas le faire maintenant. Ce sera le sujet d'un prochain séminaire. Mais du coup, le fait d'apprendre à apprendre, c'est une compétence extrêmement riche et très précieuse. Et c'est la plus grande qualité qu'un coach puisse ramasser. Du coup, le besoin de cette structuration de l'éducation, de ce cursus d'apprentissage, il nous ramène du coup à ce schéma-là, où on comparait le coaching sportif avec le coaching e-sportif. Et du coup, en fait, on n'a rien besoin de changer, au final. Préparation mentale, préparation physique, préparation technico-tactique. En réalité, pour s'occuper d'un joueur de League of Legends, on va récupérer les 3 mêmes piliers. Alors du coup, on va y aller avec la préparation mentale en premier lieu. Donc, relation avec le jeu en solo queue, ça c'est évidemment le fait de rager, le fait de s'amuser tout simplement. Puisqu'il faut rappeler en fait que League of Legends c'est un jeu. C'est un jeu vidéo. Et du coup, les jeux vidéo, c'est fait pour s'amuser tout simplement. C'est fait pour prendre du bon temps. Donc, la chose la plus importante par rapport à un coach et un élève, surtout dans un cadre non professionnel, c'est-à-dire que si l'élève cherche à en faire son métier, c'est autre chose. Mais tant que ce n'est pas le cas, le plus grand point à toujours retenir pour un élève, ce sera systématiquement de se rappeler que s'il joue au jeu, c'est pour s'amuser. Alors maintenant, évidemment, il y a plein de nuances, comme par exemple le fait que les gens ont différentes façons de s'amuser sur le jeu. Il y a plein de gens qui vont s'amuser en jouant des champions spécifiques de manière spécifique. Donc par exemple, je ne sais pas, Gérard s'amuse en farmant avec Nasus pendant 40 minutes, mais Martin peut s'amuser en tryhardant ses grands morts et en essayant à tout prix de gagner des games. Ok, mais il est important pour un coach, par exemple, d'accompagner l'élève et de faire une introspection de comment s'amuser sur le jeu, parce que c'est oublié. C'est quelque chose qui est très largement oublié par la communauté, parce que Riot met autant l'accent sur le fait que il faut monter en elo, il faut climb, et c'est absolument important d'être à yellow. Du coup, la relation avec le jeu, c'est par exemple une des choses que le coach va devoir rappeler aux joueurs en préparation mentale dans un coaching individuel. L'autre chose ensuite, c'est par exemple traiter les addictions au jeu. League of Legends est un jeu de paris, n'en déplaise à quiconque pensera le contraire. Vous avez des LP, qui sont en fait des gains virtuels, que vous remettez en jeu à chaque partie de jeu. Et donc si vous perdez votre game, vous perdez des LP, et si vous en gagnez, vous récupérez plus de LP. Du coup, ce pattern-là, combiné au fait que voilà, la solo queue a un caractère très frustrant, qu'il y a une sensation d'aléatoire dans les games, puisque si vous êtes à l'elo que votre skill vous permet d'atteindre, automatiquement, quand vous lancez une partie, la partie, puisque vous n'avez pas le skill suffisant pour pouvoir à 100% gagner votre partie, votre partie est donc gagnée ou perdue à 50% de chance en lançant la game,
et donc il y a un degré d'aléatoire au moment où vous lancez votre game. Donc en fait, League est très propice aux addictions, aux comportements addictifs, et du coup, purger ce comportement d'addiction qui est extrêmement néfaste et destructeur. Je pense que tout le monde est passé par là à une époque de sa vie où il devait faire 10-15 games par jour pendant plusieurs jours d'affilée. Et si vous avez fait ça et que vous avez chain lose, vous voyez exactement de quelle mentalité je parle ou de quelle sensation je parle. C'est quelque chose d'extrêmement destructeur. Donc pareil, un coach va être là pour retirer quelqu'un de ce genre de comportement, quitte à ce que ça mène le joueur à désinstaller le jeu. C'est-à-dire que le coach, encore une fois, il accompagne la personne avant d'accompagner le joueur. Si le fait de jouer au jeu est néfaste envers la personne ne doit pas jouer au jeu. C'est aussi simple que ça. Parfois, un jeu peut également servir d'échappatoire, d'alternative à la réalité. Et dans ces cas-là, le coach va également repérer dans ces cas-là, le coach va également repérer comment s'appelle les problèmes dont la personne souffre IRL. Un exemple, j'ai déjà eu des élèves qui étaient dépressifs, mais qui ne le savaient pas. Enfin, j'ai déjà vu un élève, par exemple, qui était dépressif, mais qui ne le savait pas, et qui utilisait le jeu comme un échappatoire. Et à force de travailler avec cet élève-là, il s'est rendu compte que effectivement, dans sa vie, il allait mal. Et en séance de coaching, je l'ai mené à faire une introspection. Il s'est rendu compte que il n'avait pas envie de faire face à ses problèmes. Et du coup, il a arrêté le jeu. Il a commencé à tenter de résoudre ses problèmes. Et maintenant, il fait de la thérapie. Mais le but du coach, et ça c'est un exemple, il peut y avoir plein de choses. Des anecdotes de coaching comme ça où le jeu sert d'échappatoire à un problème de la réalité, il y en a énormément. Donc le rôle du coach, c'est avant tout toujours d'accompagner une personne. Du coup, si notre but c'est d'accompagner cette personne, la préparation physique devient également quelque chose de pertinent. C'est-à-dire qu'on va mener la personne à avoir une bonne hygiène de vie. Sherlock, coach plus psy, je profite pour rebondir immédiatement là-dessus. Un coach n'est pas un thérapeute. Okay, un coach est un accompagnateur, il sert à mener dans la bonne direction. Moi, je pointe la personne vers un psy. Je ne suis pas un psy. Et ça, c'est également une notion qui est très importante dont il est très important de se rappeler en tant que coach. C'est-à-dire que en tant que coach, tu as tes limites. Tu n'es pas diplômé en psychologie. Tu dois laisser les professionnels se charger de ce genre de problème. Donc, une bonne hygiène de vie est constituée d'une alimentation équilibrée. C'est important également d'avoir des connaissances en nutrition, de pouvoir simplement amener la personne à juste, par exemple, manger à tous les repas, de pouvoir lui permettre de pouvoir la diriger vers, par exemple, certaines recettes de cuisine, de pouvoir la diriger vers certaines recettes de cuisine, si la personne, par exemple, a peu d'accès, a peu de solutions financières pour manger équilibré, de pouvoir, par exemple, pour une équipe, donner des conseils d'alimentation pour avoir plus d'énergie ou maximiser leur entraînement. Une hygiène sanitaire décente, évidemment. Le fait d'amener l'élève à toujours prendre soin de lui, à, à traiter ses problèmes de santé, à traiter ses problèmes d'allergie ou quoi. Toujours faire attention à ça. Pareil, le rythme de sommeil, l'activité sportive, une santé et enfin, et surtout du coup, une santé mentale saine ou sous traitement. La préparation physique, c'est important, et du coup, quand on rentrera dans le cadre de coaching d'équipe, c'est également extrêmement important d'avoir une activité sportive pour pouvoir dégager les sensations de frustration et surtout pour pouvoir créer un lien entre les joueurs d'une même équipe.
Ça, j'y viendrai du coup une autre fois sur un séminaire axé coaching public. Je rappelle que celui-ci est axé coaching individuel. Euh, Et du coup, enfin, on va parler. Alors, il n'y a pas de slide sur la préparation technico-tactique parce qu'on va du coup dévier sur le système d'étapes. Et pour ce faire, du coup, j'ai besoin de réexpliquer. Hop. Euh, comment on fait en tant que coach pour pouvoir accompagner un élève de manière technico-tactique. Du coup, on a notre élève, d'accord, et cet élève a un objectif. Comment est-ce que, en tant que coach, on aide cet élève à accomplir cet objectif? Déjà, en identifiant les barrières face auxquelles l'élève fait face. C'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre d'obstacles à surmonter. Ces obstacles vont être assez généraux en général, mais il va y avoir certaines barrières qui seront spécifiques à un élève. Donc par exemple, un élève qui souffrira d'anxiété va avoir certains besoins spécifiques. Un élève qui sera beaucoup plus lent que la moyenne avec ses mains va avoir également des besoins d'entraînement spécifiques sur le plan mécanique. Une fois qu'on a identifié ces barrières, ça soulève d'autres problématiques. Parce qu'en fait, l'élève, quand il vient voir le coach et qu'il dit oui, je veux passer diamant, l'élève dans sa tête, il a ce schéma-là. Il n'est pas forcément conscient de toutes les barrières qui se dressent devant lui. Et ces barrières, l'objectif de l'élève, en plus de ça, en général, ça va souvent être du coup atteindre une performance, atteindre, je ne sais pas, master, grand master, chal. Je ne compte plus le nombre d'élèves qui m'approchent initialement en me disant je veux devenir pro player, je veux passer diamant, je veux passer challenger avant la fin de la saison. Sauf que, encore une fois, dans la tête de l'élève, il s'imagine pas ce que ça prend de passer master. Il s'imagine pas les efforts que ça nécessite, forcément, de passer diamant ou de devenir pro, quoi. Il y a des gens qui le font de manière assez facile. Mais encore une fois, c'est parce qu'ils ont une construction de vie, c'est qu'ils ont des prédispositions dues à la pratique de certaines activités dans leur vie, dues à certains schémas de pensée, qui leur donnent des facilités pour du coup accomplir le fait de passer master. Et la nature des barrières contre lesquelles ces joueurs-là font face, souvent, elle va être extrêmement similaire également. C'est-à-dire que on va pouvoir classifier ces barrières-là dans, de 1, le temps. Les joueurs n'ont tout simplement pas le temps de train. De 2, pas le temps de train et pas le temps de tag un nombre de games suffisant pour climb à l'elo qu'il requiert non plus. De 2, le skill. Alors, du coup, ça se traduit par compétence en français. Et j'insiste sur le terme de compétence parce que j'y reviendrai tout à l'heure. De 3, le mental. Donc encore une fois, préparation mentale, accompagner l'individu à la place du joueur, ce genre de choses. Et ensuite, le savoir. Donc tout simplement les connaissances nécessaires pour pouvoir jouer sa game correctement, prendre des décisions informées, etc. etc. J'en profite d'ailleurs pour mentionner vite fait que tout à l'heure j'ai dit que le contenu qui est produit, il donne une image de ce à quoi ressemble le coaching aux gens. Et bah c'est un peu la même manière au final, enfin c'est un peu le même phénomène qui se produit au final avec mes coachings publics. C'est-à-dire que si votre image de ce à quoi ressemble une session de coaching est purement basée sur mes coachings publics, vous avez une version légèrement différente de ce à quoi ressemble réellement du coaching. Simplement parce que en coaching public, comme c'est public, je ne peux pas forcément aller dans les détails avec une personne. Donc je ne peux pas parler par exemple de, je sais pas, si je sens un malaise avec la personne, je vais vouloir la questionner pour essayer d'en déduire la source du malaise. Et si je dois poser des questions sur sa relation avec sa famille, des expériences de vie peut-être difficiles qu'il aurait eues par le passé ou quoi, je le ferai en coaching individuel, mais pas en coaching public. Donc encore une fois, c'est une façade, c'est
c'est une image incomplète de ce qu'est le coaching que je retransmets avec ces coachings publics. Euh, mais voilà, du coup, on a toutes ces barrières dont on identifie plus ou moins la nature en tant que coach. Et du coup, pour pouvoir dépasser ces barrières, en fait, le but du coach, ça va être déjà, dans un premier temps, remettre en cause l'objectif de l'élève. Donc encore une fois, rappeler, c'est un jeu vidéo, le parcours de pro, c'est pas pour tout le monde, ça nécessite énormément d'efforts, énormément d'investissement. Peut-être que tu devrais même pas jouer au jeu en premier lieu, peut-être que euh, le fait de tryhard ce n'est peut-être pas dans ton meilleur intérêt, peut-être qu'au final tu veux juste t'amuser, tu veux juste être bon, sois juste bon. Et il y a plein de gens qui s'amusent en devenant meilleurs à quelque chose. Pour la simple et bonne raison que c'est fun de s'améliorer. C'est fun de se voir gagner en compétences, de se voir s'améliorer. Et du coup, euh, donc là, ça c'est autre chose, les quatre accompagnateurs. Mais du coup, les problématiques d'un coach et les skill sets qu'un coach va devoir obtenir, ça va être de l'efficacité, ça va être d'avoir de l'intérêt dans tout ce qu'il dit, d'avoir de l'intérêt dans la session qu'il a avec l'élève, c'est-à-dire que la session doit avoir de la valeur pour l'élève, et ça doit être le fait d'apporter un cadre. Encore une fois, il s'agit de développer des compétences et pas forcément d'atteindre une performance. Et du coup, pour pouvoir répondre à ces problématiques de coach, les solutions, c'est d'abord évidemment de l'expérience. Donc, si jamais vous voulez devenir coach, vous êtes intéressé de devenir coach, une des choses dont vous allez avoir besoin, ça va être de vous forger de l'expérience. Et la structure de coaching est là pour ça, entre autres. Ça va être de vous forger des outils pédagogiques. Et par outils pédagogiques, j'entends des tactiques d'enseignement, des tactiques d'empathie pour communiquer avec les gens, des techniques de gestion de l'élève, d'un processus d'enseignement, etc. Et ensuite, ça va être l'élaboration d'un processus d'enseignement, du cadre. Donc, le chemin à suivre pour emmener votre élève de son point de départ à la réalisation de son but. Et donc, c'est là où le système d'étapes, du coup, prend tout son intérêt, puisque si je le prends ici, et que je reviens là, à nouveau, du coup, l'élève, il a un objectif qu'il ne connaît peut-être pas forcément. Mais cet objectif-là, que ce soit s'amuser ou que ce soit juste autre chose comme... que ce soit s'amuser ou que ce soit juste autre chose comme tryhard, s'améliorer, passer pro ou quoi que ce soit, et bien en fait, le système d'étapes, du coup, va permettre à l'élève de faire ça. C'est-à-dire que grâce au commencement de l'étape 1, le joueur va ou bien se rendre compte que ce qu'il a réellement envie de faire, c'est de s'amuser, et dans ce cas, il va arrêter d'essayer de tryhard ou arrêter d'essayer de s'améliorer, et il va juste s'amuser. Et dans ce cas, pour moi en tant que coach, c'est une victoire. J'ai amené le joueur à la réalisation de son véritable but. Ou alors, il va y prendre goût, et du coup, il va continuer, et il va se rendre compte que, en fait, Balek de Lelo, ce qui compte, c'est développer des compétences, c'est le fait de s'améliorer, c'est le fait de tryhard, c'est le fait de gagner en compétences. Et du coup, les intérêts du système d'étapes sont multiples, puisque en plus de ça, comme c'est du coaching suivi sur le long terme avec de l'accompagnement proche de l'élève, il y a tous ces aspects de préparation mentale, d'addiction au jeu, de relation avec le jeu. Il y a tous ces aspects de préparation physique, puisque l'élève est amené à revoir régulièrement le coach. Et donc le coach peut avoir un état de surveillance sur son élève. Et il y a tous les aspects de préparation technico-tactique qui sont inclus dans le système d'étapes. Et du coup, c'est pour ça que j'incite à chaque fois tous les coachs qui rejoignent la structure à établir un processus de coaching. Alors, soit je les invite à reprendre le système d'étapes, soit à créer leur propre système s'ils ne le souhaitent pas. Mais du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, de manière quasi systématique, quand un coach rejoint la structure,
je l'invite à développer son propre processus. Et du coup, grâce à tout ça, ça forge un environnement dans lequel les coachs peuvent apprendre et dans lequel les coachs peuvent évoluer convenablement. J'en ai fini du coup avec la première partie du séminaire qui était les présentations. Maintenant, je vais du coup répondre aux questions. Est-ce que du coup dans chat vocal coaching, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez les poser et j'y répondrai. Tu es à quel elo? Quelle est l'importance de cette question? Qu'est-ce que la réponse à cette question change en fait? C'est-à-dire, ce qui me dérange pas, ce qui me dérange, ce n'est pas de répondre à la question, ce n'est pas la réponse à la question. Ce qui me dérange, c'est pourquoi la question existe en premier lieu. C'est-à-dire que, est-ce que tout ce que j'ai dit avait l'air d'être sans fondement et donc doit être confirmé par l'elo que j'ai? Ou est-ce que l'elo apporte une information supplémentaire par rapport à tout ce que j'ai dit? Est-ce que mon elo te donne un exemple à suivre, par exemple, en cherchant quelque chose de précis? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu cherches à confirmer via l'information de mon elo? Donc par exemple que, je ne sais pas, pour voir par quoi je me fais coach, mentalement, physiquement, etc. Je suis gold, voilà. Fais ce que tu veux de cette information. Il veut ta caméra. Oui, je peux mettre ma cam en vrai. Hop, Il est beau le chat. tac. Ah non, ça attends. En soi, ce que je peux faire sinon...